Et bienvenue dans cet octogone numéro 70 et j'ai le plaisir encore une fois d'être accompagnée par Romain Molina et on va parler évidemment encore une fois d'actualité géopolitique mais aussi d'économie entre autres. Et pour commencer cet octogone, évidemment il fallait absolument parler de cet accord de paix, en tout cas de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Alors Romain, je vais te dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'ai préparé un peu les informations qu'on a eues. Donc le jeudi 9 octobre, Israël et le Hamas ont validé la première phase d'un accord de cessez-le-feu élaboré sous l'impulsion de l'administration Trump au terme de longues négociations menées avec l'appui du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie. L'annonce a provoqué des scènes de liesse, aussi bien dans l'enclave palestinienne qu'à Tel Aviv. À Gaza, des habitants ont dansé dans les rues, certains en entreprenant de regagner le nord pour retrouver ce qu'il reste de leur quartier. En Israël, des familles des otages ont célébré la nouvelle, agitant drapeaux et ballons à l'effigie de Donald Trump, dans une atmosphère de soulagement et d'espoir. Alors les principales dispositions de l'accord, c'est qui est entré donc en vigueur depuis vendredi midi. Il prévoit un cessez-le-feu complet et immédiat, la libération sous 72 heures de tous les otages encore détenus par le Hamas et de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens détenus à Tel Aviv. Israël doit aussi se retirer partiellement de certaines zones densément peuplées de Gaza. Le plan Trump prévoit un redéploiement le long d'une ligne jaune, libérant environ 155 km² où la sécurité serait assurée par des forces palestiniennes locales. Le reste du territoire, près donc 58% de la bande de Gaza, resterait sous contrôle militaire ou influence israélienne, notamment au niveau des points de passage aux frontières. Les clauses de l'accord comprennent en outre un accès élargi pour l'aide humanitaire, avec l'acheminement de nourriture, etc. Le suivi du respect de l'accord doit être assuré par un mécanisme de surveillance impliquant les médiateurs étrangers. Alors ce cessez-le-feu n'est que la première étape du plan Trump. La phase 2 prévoit le retour progressif des déplacés vers le nord de Gaza et la mise en place d'une administration intérimaire soutenue par des pays arabes et supervisée par des acteurs internationaux. La phase 3, encore floue, doit ouvrir des discussions sur l'avenir politique de la bande de Gaza et sur un cadre régional plus large. Elle abordera des dossiers cruciaux: sécurité d'Israël, désarmement du Hamas, gouvernance palestinienne et relance d'un processus de paix global. Alors la question, Romain, que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut espérer une paix durable? Parce que bon, il faut quand même rappeler que jusqu'ici, on a eu quand même des précédents accords de cessez-le-feu qui ont très rapidement volé en éclats. Mais là, ce qui suscite entre guillemets l'espoir, c'est que aujourd'hui, c'est la première fois, en disant officiellement, que les États-Unis s'engagent aussi directement à garantir, à surveiller l'application de l'accord. Le Hamas a notamment déclaré avoir accepté, après avoir reçu des assurances de Washington et d'autres médiateurs, que la guerre allait réellement prendre fin. Cependant, tu as évidemment des inquiétudes puisque cet accord suscite des oppositions internes au sein du gouvernement de Netanyahou par les représentants de partis ultra-orthodoxes et extrémistes qui détiennent toujours une marge de manœuvre importante au sein du gouvernement israélien. Le Time of Israel rapporte que le ministre des Finances, Smotrich, a déclaré que son parti Religious Zionist s'opposerait à l'accord sur les otages et que Israël devrait, selon lui, continuer le combat jusqu'à l'éradication du Hamas et la démilitarisation complète de la bande de Gaza. Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale lui-même, il a menacé de démissionner. Alors, il avait déjà démissionné en janvier, puis il était réintégré en mars 2025. Mais bon, on a Haaretz, le quotidien de gauche, qui explique que ces menaces, que ce soit de Smotrich ou Ben-Gvir, ne semblent pas être des actes sérieux pour le moment, selon leurs analyses. Et puis au reste, on a eu la pression internationale qui s'est quand même assez accrue ces derniers temps, puisque tu as eu la prise de parole de Benjamin Netanyahou au sommet de l'ONU, où tu as eu une grande partie de l'Assemblée qui s'est vidée au moment de son discours. Et puis, il faut aussi souligner que le 16 septembre dernier, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu as eu le rapport de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme, qui a rendu son rapport, disons, sans détour, que Israël menait un génocide à l'égard des Palestiniens, selon les termes définis par la Convention de 1948. Ça, plus la reconnaissance de plusieurs États, dont la France, de la Palestine, fait que on a eu, entre guillemets, une pression
sur Israël. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui a mené cet accord? Qu'est-ce que tu en penses et voilà, quels sont tes commentaires sur ce sujet? Malgré ces discussions-là, ça n'a pas empêché beaucoup de gens de perdre la vie encore hier, je crois. Il me semble que, en tout cas, le cessez-le-feu, tu as dit que c'était à partir de midi ce vendredi. Parce qu'en tout cas, avant midi, ça continuait à frapper, en tout cas, c'est le premier point. Oui, il y Le a quand deuxième, même eu encore des frappes, hein. C'est ça qui est, ouais, il y a encore des morts. Moi, la simple chose que tu as dite m'a choqué, c'est donc dans le plan, c'est ils vont revenir, certains vont revenir dans le nord, mais ils vont revenir où? C'est une très bonne question. Parce qu'en Parce fait, que là, il y a un énorme problème dans le plan. Ils vont dormir où ces gens? Ils vont aller où? non, mais il y a Rien quand que même, ça, parce que alors je sais que dans l'idée du plan à la base, c'était que l'Arabie Saoudite et le Qatar financent énormément la reconstruction. oui, c'est ça. Bah, ça, c'est dans Mais la logique de Trump, si tu veux ouais, aussi. mais déjà pourquoi? Il le ferait. Bon, après, peut-être encore une fois d'autres, j'en sais rien, mais déjà, ça va prendre du temps. Donc déjà, ils vont dormir où ces gens? Ils vont aller où? Maintenant, quand tu as posé une excellente question, c'est que ces 10 traités de cessez-le-feu, etc., on en a parlé dans le dernier octogone. Par exemple, ça n'a jamais été respecté entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Même le dernier fait sous égide américaine, réellement, il y a toujours des combats dans l'est de la RDC. Donc maintenant, quand on voit tout ce qui s'est passé dans l'histoire, là, vis-à-vis de la Palestine-Israël, je ne vois pas comment on peut être super optimiste actuellement. Parce que, comme tu l'as dit, c'est la phase A. Il va falloir attendre. Mais des deux côtés, j'imagine qu'il y a des velléités. Et puis surtout, moi, il y a quelque chose que je trouve assez incroyable, c'est qu'à la base, et tu l'as dit, c'est la phase 3. Ils veulent démilitariser le Hamas, etc. et tout. On rappelle quand même que le gouvernement israélien l'a répété depuis le début, c'était son salle de bataille. On veut éradiquer le Hamas. Donc là, ils se contenteraient de ça? Parce que le Hamas, ils ne pourront C'est jamais exactement ce que l'éradiquer comme j'allais te ça. demander. C'est exactement ce que j'allais te demander. C'est qu'aujourd'hui, en fait, mine de Ça rien, dans change cet quoi pour accord, la Palestine, en fait, ce plan? C'est vrai, bon. Le cessez-le-feu, je veux bien. Mais derrière, pour le moment, en tout cas, dans ce qui est proposé, il n'y a toujours pas de solution réelle sur un avenir d'un État, par exemple. En aucun cas, non, il il n'y y a a eu une pas du tout, reconnaissance. il n'y a pas du tout, en fait, de questions sur politiquement, quelle va être la transition. Pour le moment, en fait, ce qui est dit, c'est que c'est une première phase. Oui, oui. Voilà. Alors, ça a suscité pas mal d'engouement. Ce qui est normal, Euh, les gens meurent, donc et c'est voilà, normal. ce qui est normal, Et ils en des peuvent gens sont plus. encore tenus captifs. 20, je crois, c'est ça, ils sont une vingtaine encore à être tenus captifs, Alors, si je dis pas de bêtises. alors officiellement, il serait 40, mais il y en aurait que plus que 20 qui seraient vivants. Ouf. Et puis, il y a, peut-être un millier de prisonniers palestiniens. Je crois que le premier échange, c'est 250, je crois, de Alors, prisonniers, quelque 250, chose comme ouais, ça, dans un premier temps. au tout début. Mais alors oui, je comprends l'enthousiasme. Maintenant, quand même, parce que là, je sais, il y en a, ils vont glorifier Trump, les États-Unis, etc. Bon, quand même, il y a eu combien de morts depuis le début de cette horrible guerre? C'est tardé, hein, l'accord, hein, quand même. Hein. Puis, on n'a plus encore le décompte, mais je vais trouver le Voilà, mais décompte. c'est plusieurs dizaines de milliers, c'est au moins 60, Ah 70 oui, 000, oui, non, j'imagine. mais je crois qu'on n'est pas loin de En centaines de termes de milliers. structure, c'est un désastre, en termes humanitaires aussi. Bon, Mm. alors, mieux vaut tard que jamais, tu me diras. Il y Ouais. a quand même beaucoup trop de sang qui a été versé. Bon, moi, je suis pas tellement optimiste. Parce que je vois pas des deux côtés comment ça peut remarcher. Ça ne marchait pas. Et surtout, tu l'as dit, il y a beaucoup de gens, je pense, en Israël, politiquement, qui ne vont pas se contenter de ça. Et puis, encore une fois, je comprends l'urgence de stopper les massacres, évidemment. Par contre, ça ne va pas régler non plus le problème de la Cisjordanie, etc. Donc, en fait, je sais qu'il faut plein d'autres phases. Mais pour avoir une solution durable, comme tu l'as dit, de paix, ça m'a l'air compliqué quand même. Dans l'état actuel des choses, en tout cas. Mm. Maintenant, Eh la bien, question réelle, c'est où en est le Hamas, parce que à la base, c'était leur objectif de l'éradiquer. Bon, tu sais aussi bien que moi qu'aujourd'hui, t'as aucune éradiction. non, et puis comme il a dit très bien Idriss Aberkan, c'est que le Hamas, c'est une idée aussi, c'est-à-dire que tu vas pas l'éradiquer comme ça. Mais tu Et peux puis pas. surtout, ça va pas, on va pas l'éradiquer après avoir tué, pour le coup, Non. le bilan officiel, c'est 67 194 personnes, en majorité des civils, sachant que certaines ONG disent que c'est un bilan sous-estimé. Bon,
Sachant qu'il y a aussi un journaliste de l'AFP qui avait été tué. Je crois qu'aujourd'hui, c'était reconnu comme un crime de guerre, si je dis pas de bêtises. Monsieur Abdallah, je crois Mais que il c'est. y en a pas eu qu'un, hein. Ah, je sais, non, mais là, aujourd'hui, c'est sorti, parce qu'en gros, il y avait un nouveau rapport, je parlais de rapport tout à l'heure. Il y en a eu un nouveau à ce sujet-là, mais je sais, Israël est le pays, je crois, qui a tué le plus de journalistes au Je crois monde qu'on est ces sur une derniers mois. centaine de journalistes, ouais, Voire effectivement, qui plus, ont ouais. été tués. Donc oui, donc bien sûr, Non, mais Puis même au sein de l'armée israélienne aussi, il faut savoir que tu as eu des réservistes de l'armée qui ont dénoncé en fait un nettoyage ethnique. Alors ils sont très minoritaires, mais ils existent. voilà, ils ont exprimé aussi dans les médias occidentaux voilà, une défiance par rapport à ça. Mais je comprends par contre la joie des gens, parce que c'est la guerre, c'est horrible. Il y en a qui fantasment peut-être sur ça, mais c'est une horreur. Enfin, il n'y a pas pire au monde. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais derrière? Parce qu'on peut, pour moi, il n'y a pas le sauveur qui arrive américain. Comme tu dis, par contre, pourquoi les États-Unis s'impliquent autant à ce sujet? Après, on a quand même tout entendu. Rappelle-toi quand même, déjà la semaine dernière, Trump explique que s'il n'y a pas un accord avant le dimanche, je crois, le Hamas va vivre l'enfer, etc. et tout. Et il y a un autre point que j'aimerais souligner, c'est qu'au tout début, j'aimerais savoir si c'est dans les plans que tu as vus, il n'y avait pas aussi le fait qu'il ne pourrait pas avoir d'attaque au niveau international, au niveau juridique contre les États-Unis et Israël? Il y avait quelque chose comme ça aussi qui voulait dans le plan? Alors ça, j'ai pas vu. Ça, je n'ai pas vu. À la base, je parle. À la base, je crois qu'à la base, il y avait ça. Tu vérifieras, mais à la base, à toute base des pourparlers, je sais pas s'ils l'ont gardé au final, mais il y avait aussi cette idée-là. Au tout début, en tout cas. Je sais pas si ça a été gardé. Ok, bah écoute, je vais essayer de vérifier ça. Est-ce que c'est passé ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, bon. encore beaucoup de chemin à faire. Bon, en tout cas, voilà. Après, moi, ce que je disais aussi, c'est que la pression internationale, je pense, a pu jouer un rôle. Ce rapport de l'ONU, enfin, ce rapport de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, alors évidemment, il est contesté, etc., Mais il est contesté par qui? Voilà, bah, il est contesté par les États-Unis, par Israël, entre autres. Mais l'immense majorité ne le conteste pas. Mais non, bien sûr. Bah, à part voilà, des soutiens des pays occidentaux et des soutiens d'Israël, entre guillemets. Comme le Cameroun, par exemple. Parce que j'avais vu que le Cameroun ne va jamais voter contre Israël parce qu'ils ont des liens très particuliers, ou Taïwan, ou certains pays, on va dire, très alignés sur les États-Unis, mais globalement, en majorité, je suis d'accord avec toi sur la pression internationale, parce qu'aujourd'hui, clairement, Israël, c'est ça. Je sais pas s'ils s'en rendent compte au gouvernement, mais c'est devenu un État de paria. Oui. Pour la majorité des gens dans le monde entier, du moins. Bien sûr. Si on sort la vie occidentale, du moins. Ce que je disais, c'est que jusqu'ici, le terme de génocide était un petit peu, voilà, beaucoup contesté, etc. Même nos médias l'utilisaient pas. Là, aujourd'hui, tu as quand même, voilà, cette commission d'enquête de l'ONU qui dit officiellement qu'il s'agit d'un génocide. Donc après, Mais il n'y a jamais eu de sanctions quand même, hein? Non. C'est justement là où la question de savoir comment est-ce que cet accord va être respecté tant qu'il n'y a pas de sanctions, c'est ça qui reste à voir. En tout cas, je pense qu'il faut quand même espérer qu'il y ait un petit peu d'espoir, voilà, de cesser le feu. On a quand même, voilà, vu des images dans l'enclave palestinienne de gens qui étaient voilà, qui espéraient, qui étaient contents. Mais ils vont aller où? Déjà, s'ils meurent moins, ce serait bien. Voilà. Tu te rends compte, on en est quand même, on se félicite de ça. Évidemment, mais c'est dramatique quand même. Quand tu prends du recul. Moi, la seule chose où j'aimerais insister, c'est que là, c'est très bien. Moi, je suis très curieux de voir, parce que là, j'imagine qu'ils n'auront pas le choix de respecter les deux côtés. Par contre, je pense que les prochaines semaines vont être très intéressantes de voir ce qui va se passer en Cisjordanie. Parce que, de mémoire, ils ont bien précisé qu'ils comptaient continuer la colonisation en Cisjordanie. Oui. Netanyahou l'a dit. Donc, je pense que ça, aujourd'hui, c'est dans les prochaines semaines, ce sera vraiment le dossier à surveiller, parce que tu ne peux pas oublier ce qui se passe en Cisjordanie. En effet. Alors, la question aussi qui vient, c'est que quand tu te disais que Trump voilà, a mis un peu la pression pour cet accord, il y a aussi le fait qu'il voulait peut-être avoir le prix Nobel de la paix. Chose ratée, comme tu le sais, puisqu'on a appris que le prix Nobel de la paix a été décerné à Maria Corina Machado, dont on va pas mal parler. Alors, évidemment, dans nos médias, on a un portrait dithyrambique, opposante vénézuélienne.
Le comité norvégien du Nobel a justifié ce choix par son travail infatigable pour promouvoir les droits démocratiques du peuple du Venezuela et par sa lutte pour une transition juste et pacifique de la dictature vers la démocratie. C'est absolument merveilleux. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne comprennent pas pourquoi je suis ironique, vous allez comprendre en fait, puisque derrière en fait le portrait dithyrambique qu'on a de certains médias sur justement cette opposante vénézuélienne, il faut savoir que donc María Corina Machado, elle était appelée par certains médias en tout cas de gauche comme Augusta Pinocheta, puisque c'était en fait un petit peu elle représente vraiment le néolibéralisme et bien l'impérialisme américain à travers elle. Dans son parcours, il faut savoir que c'est une très riche héritière d'une famille à la tête de plus grosses compagnies d'électricité au Venezuela et de sidérurgique. Elle a passé son adolescence dans une pension UP du Massachusetts, où elle a pu vivre une jeunesse protégée du contact avec la réalité. C'est ses propres mots. En fait, elle a eu une brève carrière dans l'entreprise familiale, puis après, elle a confondé en 2002 l'ONG Sumate. Financée par les États-Unis. Financée par la National Endowment for Democracy, évidemment, qui, comme chacun le sait, Attends, c'est 2002, tu dis? Attends, tu dis, c'est 2002? 2002. Donc la même année que le coup d'État au Venezuela où Chavez est renversé pendant quasiment un peu moins de 2 jours, etc. D'ailleurs, elle a eu un rôle clé dans le coup d'État raté contre Chavez. Alors, qui est énormément lié à la société pétrolière PDVSA. Exactement. On va en reparler parce que c'est un de ses plans justement. Mais vas-y, je te laisse continuer. Oui, non, mais c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'elle a participé. Alors, elle a dit que non, mais elle a participé de fait au coup d'État raté contre Hugo Chavez. Hugo Chavez, donc le 12 avril 2002, il avait été arrêté puis emprisonné sur une île. Ouais. Et en fait, María Machado, elle se tenait aux côtés des autres putschistes, composés des élites économiques, de la très haute bourgeoisie vénézuélienne, voilà, grande bourgeoisie vénézuélienne et certains membres de l'armée aussi, qui avaient certains membres de l'armée de rébellion. Et les cadres de PDVSA, qui est la très très grande société pétrolière vénézuélienne, parce que Chavez, quelques mois auparavant, avait licencié certains cadres. Il avait dit que c'était un État dans l'État, parce qu'il y avait toujours énormément de problèmes de corruption à PDVSA. Pour que les gens comprennent, on parle potentiellement du pays avec les plus hautes réserves pétrolières au monde. Alors, au monde, je sais pas, mais en tout cas, oui, quasiment, en concentration, oui, c'est sauf que l'huile, comme dira un de mes amis, elle est pas d'aussi bonne qualité qu'au Moyen-Orient. C'est pas de l'aussi, voilà. C'est mais c'est énorme. Pour revenir je termine sur son parcours parce que donc effectivement elle était là au moment puisque donc juste pour rappeler les événements donc en 2002 il y avait eu une espèce de marche de l'opposition, un truc très organisé évidemment. Ça avait eu des affrontements très violents parce que tu as vu des soutiens du régime et s'étaient battus, tu avais eu des tirs armés, il y a eu 19 morts. Finalement ils ont pris Chavez, ils l'ont emmené sur une base militaire. Et tu as eu cette espèce une centaine de leaders de cette rébellion, dont María Machado, qui était présente dans le palais présidentiel. Et ils ont signé un espèce d'acte en disant que maintenant, c'est le président par intérim, c'était Pedro Carmona, qui était le président d'une fédération patronale. Oui, donc, qui représentait en fait le patronat vénézuélien. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une journée à peu près, puisque le lendemain, tu as eu des grandes mobilisations populaires qui défendaient en fait Chavez. Et puis, tu as eu les militaires royaux. Miraflores, parce que le palais, c'est les gens qui ont repris ça. Oui, mais c'est vraiment, c'est ça. C'est les gens qui ont repris le pouvoir. Ça. Donc, après cette tentative de rater, entre 2003 et 2004, María Machado mène une campagne rassemblant 3 millions de signatures pour organiser un référendum révocatoire contre le président Chavez, sachant que le référendum révocatoire, c'est Chavez lui-même qui l'avait introduit dans la constitution vénézuélienne de 1999. C'est pour ça qu'on l'appelle le dictateur, tu sais, c'est parce que c'est quelqu'un qui proposait au peuple de le destituer. Et c'est quelqu'un qu'on a beaucoup critiqué, notamment les gens de l'armée, parce qu'ils disaient que certains bénéfices, notamment de la société pétrolière, au lieu de réinvestir dans l'armée, c'était réinvestir dans des projets sociaux. Pareil vis-à-vis de la société pétrolière. Alors, pas tout est bon non plus chez Chavez, mais par contre, ce qui est très drôle, c'est que, mais ce qu'on critiquait, c'était parce qu'il y a des programmes sociaux.
Et ce que j'adore, c'est que les autres te disent, c'est la démocratie. Mais alors, c'est tant la démocratie pour eux d'être contre des problèmes sociaux. Non, mais voilà. Après, tout n'est pas blanc ou noir chez Chavez, mais ça, c'était un des clés. C'était une des clés. C'est ça que, voilà, en soi, il a fait des assemblées constituantes. Et puis, il avait un très, très beau soutien populaire. Alors, les élections n'ont jamais été contestées, d'ailleurs, au niveau international, ceux de Chavez. Contrairement à celle de Maduro, peut-être, alors je sais pas. Alors, voilà. Chavez. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Maduro, c'est un petit peu différent. Mais juste pour terminer, voilà, sur le parcours de María Montesinos, c'est donc effectivement une opposante depuis toujours à Chavez, au gouvernement de Chavez, puis à Maduro. Donc, elle avait tenté ce référendum révocatoire en 2004. Il y a eu un référendum révocatoire. Au final, 59% des votants ont voté pour que Hugo Chavez reste en poste. Donc, c'était un raté. Après quoi, elle a été élue députée en 2010 dans une coalition d'opposition contre Chavez. Petite anecdote, son suppléant avait fini par se retourner contre elle en dénonçant son autoritarisme et sa déconnexion totale, selon ses mots. En mars 2014, elle est destituée de son mandat pour avoir figuré dans la délégation d'un autre État, le Panama, ce qui était interdit par la constitution vénézuélienne aux élus parlementaires. Alors, elle a dit que c'était une tentative pour l'enlever du pouvoir, etc., etc. Et en fait, depuis, elle s'est retrouvée, elle a eu en fait des procès contre elle qui l'ont accusée de corruption. Et c'est ce qui fait qu'elle n'a plus pu se représenter aux élections. C'est pour ça qu'on dit que c'est une opposante qui a été sous pression. Qu'elle vivrait cachée, etc., mais qu'elle reste, qu'elle mène le combat, etc. Et qui est un peu très, très exagéré. Mais bon, pour le reste, au niveau des idées, il faut savoir que c'est une femme de droite, même classifiée à l'extrême droite, selon certains. C'est quelqu'un qui appelle ce qu'elle appelle le capitalisme populaire. C'est un terme qui avait été utilisé, il faut le savoir, par Pinochet et par Margaret Thatcher. C'est pour ça qu'on dit que c'est une sorte de renouveau de Pinochet. C'est quelqu'un qui appelle à la privatisation absolue de tous les services publics vénézuéliens, enfin quasiment. Et de la grande société pétrolière, PDVSA. Et évidemment, et de la grande société pétrolière, aux investissements privés, etc. Mais bon, c'est quelqu'un qui prône la démocratie. Voilà, c'est quelqu'un surtout qui avait demandé de l'aide à Benjamin Netanyahou. Mais je te laisse en parler. Non, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, mais j'allais y venir. Mais c'est quelqu'un qui, alors, avant ça, on l'a vu avec Bush. Elle était très, très amie avec Bush. Et effectivement, récemment, on a appris qu'elle avait demandé de l'aide à Benjamin Netanyahou pour renverser Maduro. C'était en 2018, je crois. En 2018, tout à fait. Mais elle soutenait l'État d'Israël en expliquant que je crois que si elle l'était, il y aurait l'ambassade à Jérusalem. Donc, si tu veux, c'est très ironique. C'est une femme qui divise beaucoup. Il faut savoir une chose au Venezuela. Il y a un journaliste français qui l'explique extrêmement bien. Il s'appelle Romain Migus, qui a fait une vidéo sur le sujet aujourd'hui, sur le site Les Deux Rives. Et il donne un exemple très bon, c'est qu'en fait, elle n'est pas plus importante que les autres 10 leaders d'opposition vénézuéliens. Non. En 2002, on a Carmona. Rappelle-toi, il y a quelques années, c'était Guaido. Et maintenant, c'est elle. Et en fait, selon les intérêts, etc. Et ce qu'il faut savoir sur la dite opposition vénézuélienne, c'est que historiquement, ce pays a toujours été divisé en termes de classe, de manière très nette et marquée, où tu as une accaparation des richesses et des marchés par, on va dire, certaines familles dominantes au Venezuela, principalement issues de Caracas, mais pas que. Or, dans ta présentation, tu as dit quoi au tout début? Elle vient d'une famille, justement, qui avait un monopole principalement sur l'électricité. Oui. Il y a un écart de richesse qui est délirant. Alors, j'ai simplement été à la frontière. Je n'ai pas été au Venezuela. J'étais déjà en Colombie. Et en Colombie, j'avais déjà été frappé par l'écart de richesse entre les gens. C'est abyssal. Mais abyssal. Mais vraiment, mais il y a la misère que j'ai vue, mais la misère. Des enfants de 10 ans à faire les poubelles que tu vois à Santa Marta, qui est une ville pas très loin de la frontière vénézuélienne. Et à côté, tu vois des gens qui vivent très bien. Et le problème, c'est que Colombie et le Venezuela, on peut prendre les deux. Et avec Chavez, ça avait un petit peu baissé quand même. C'est qu'il y a un écart démesuré. Et qu'avant le chavisme, qui évidemment aussi s'est raté, notamment sur PDVSA et sur d'autres choses, c'est qu'en fait, le pouvoir était confisqué par des 10 partis qui se relayaient, mais en fait, il y avait un accord entre eux pour que le capital et tout l'argent et les ressources du Venezuela restent dans les mains, on va dire, d'une élite. Chavez a changé ça, avec les programmes sociaux et tout. Et ce qui est certain, c'est que sous Chavez,
il y a quand même eu des avancées sociales reconnues au niveau international. Sur tu as eu une baisse de la l'alphabétisation. pauvreté, ça a été reconnu. Tu as eu une baisse énorme de la pauvreté. Tu as eu l'alphabétisation massive des Vénézuéliens. Enfin, voilà, il y a eu énormément d'avancées Prise de sociales. conscience sociale, Ce il qui y a plein s'est de choses. passé, c'est qu'il y a eu aussi les sanctions économiques, etc. En fait, ce qui les tue, c'est quand le pétrole baisse surtout. En fait, Chavez a pu Voilà. faire sa politique, peut-être qui était des fois trop ambitieuse. Il y a plein de choses à dire. Et il est vrai aussi qu'il avait un pouvoir très fort et autoritaire. C'est une réalité aussi. Bah, Mais c'est quelqu'un. pas au début spécialement. C'est que après, oui. Mais techniquement, au début, Mais il y avait tellement de gens qui voulaient le renverser. Un pouvoir fort. Ouais. Avec vraiment des assemblées constituantes, etc. C'est pour ça que certains leaders de gauche l'apprécient. Mais effectivement, après, il y a eu un renforcement du pouvoir. Parce qu'il y avait beaucoup de déstabilisation aussi, on peut le comprendre aussi. Voilà, alors je dis pas que est-ce que ça justifie ou non, mais il faut savoir qu'il y a eu une telle tentative de déstabilisation que derrière, effectivement, tu as eu un renforcement du pouvoir au niveau militaire. Mais après, c'est sa personnalité, c'est la manière dont il a gouverné le pays. Parce que moi, à chaque fois qu'on dit dictateur de Chavez, j'ai du mal quand même, parce que tu l'as dit, c'est quelqu'un, il s'est jamais caché. Il a même dit, mais si vous voulez plus de moi, je veux dire, c'était noté dans la Constitution, le Vénézuélien pouvait révoquer Chavez. Tu l'as dit. Bon, pour un dictateur, c'est quand même assez ironique. Moi, c'est ça, en fait, que je souligne. Il y a toujours eu des élections avec Chavez. Avec Maduro, il y a quand même Bon, déjà, Maduro se prend une crise économique de plein fouet parce que le prix du pétrole chute. Et ça, déjà sur la fin de Chavez, c'est compliqué. Ensuite, je pense que Cuba, ça leur coûte beaucoup d'argent, tous les accords avec Cuba aussi sur un autre point. Mais Chavez, il y avait par exemple, ce qu'il a fait sur le Petro-Caribe aussi, c'était intéressant, pour un jour y revenir, même s'il y a eu énormément de problèmes après. Mais cette dame, donc pour revenir sur Machado, c'est quand même une dame qui, non seulement est belliqueuse, belliciste, elle a quand même appelé récemment à bombarder son propre pays quand même, à soutenir une intervention américaine au niveau militaire vis-à-vis du Venezuela, ce qui est quand même... Alors, bombarder son propre pays, c'est peut-être fort, mais en tout cas... Intervention, elle a soutenu. Elle soutient l'intervention militaire américaine. Non, ce que j'ai au niveau de la lettre, c'est qu'effectivement, en décembre 2018, elle a envoyé une lettre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, appelant à une intervention aux Vénézuéliens. Elle a dit « Je suis convaincue que la communauté internationale, conformément à la doctrine de la responsabilité de protéger, est appelée à apporter aux Vénézuéliens le soutien nécessaire pour générer le changement de régime qui est nécessaire de toute urgence pour établir la sécurité nationale. C'est pourquoi j'ai récemment adressé quelques lettres à plusieurs des principaux dirigeants du monde afin de promouvoir au Conseil de sécurité de l'ONU l'adoption de mesures de protection efficaces. » Tu peux retrouver que récemment, elle appuyait les interventions américaines, tu sais, sur notamment les bateaux contre la lutte pour la drogue, etc. et tout, ce qui est quand même très ironique que les États-Unis disent ça. Quand tu sais les liens troupes qu'ont entretenu la DIA et avec beaucoup de régimes sud-américains pendant des décennies, je trouve ça très drôle. En tout cas, elle a appuyé ça, tu peux retrouver des déclarations à ce sujet. Donc c'est pour ça que prix Nobel de la paix, je trouve ça ironique. Et j'ai lu plusieurs personnes, pas vénézuéliennes, mais qui couvrent la région, qui rigolaient en disant, mais elle a même pas réussi à unifier l'opposition contre Maduro. Non. L'opposition vénézuélienne n'est pas du tout unie. C'est d'ailleurs son souci. Si elle était unie, je pense que Maduro serait fini depuis longtemps. Mais ils ont tellement d'ego les uns les autres. Et en même temps, il y a des grandes puissances, notamment les États-Unis, qui se jouent. À un moment donné, on a parlé de Cardona, Guaido, etc. T'as l'impression que tous les 3 ans, ils changent, on va dire, de personnage favori. Mais là, ce qu'il faut savoir avec elle, notamment pour sa nomination, c'est qu'elle a été soutenue par Rubio, notamment. Oui, et c'est ce que j'allais te dire, c'est que parce que faut quand même, voilà, encore une fois, pour revenir au début, c'est que ce prix Nobel de la paix était espéré par Donald Trump suite à l'accord de paix. Et en fait, suite à l'accord, en tout cas, pas l'accord de paix, on peut pas parler d'accord de paix, mais en tout cas l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ce qui effectivement, dans son premier mandat, il avait très mal pris de ne pas avoir reçu ce prix Nobel de la paix, puisqu'il a fait les accords d'Abraham. Tandis que Obama, lui, l'a eu, pour le coup. Il a eu le prix Nobel de la paix, Obama? Oui, il a eu le prix Nobel de la paix. Mais de la paix? Oui, de la paix. Attends, attends. Ah, est-ce que tu permets une seconde? Parce que attends, le prix Nobel de la paix, tu as bien dit de la paix. Oui, tu savais pas ça, Romain? Non, mais attends, je vais trouver la définition exacte de la paix. Parce que j'ai du mal à comprendre comment il peut l'avoir. La paix, c'est quoi? État de pays de nations qui ne sont pas en guerre. Cessation de l'état de guerre entre 2 ou plusieurs belligérants. État de concorde d'accord entre les citoyens. D'accord. Obama. Ah ouais. C'est ironique comme distinction.
Non, non, il a eu le prix Nobel de la paix. Je vais te dire pourquoi, parce que honnêtement, on se pose la question. Non, mais là, clairement, tu vois qu'il y a un agenda politique derrière Machado parce que, alors, je dis pas que la situation actuellement au Venezuela, elle est bonne. Et on va pas dire que le gouvernement Maduro sont des anges. Loin de là, j'imagine. Il Mais, a eu je en veux dire, 2009, hein, pour préciser, prix Nobel de la paix en 2009, pour ses efforts extraordinaires qui ont renforcé la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples. Voilà. ouais, donc ça veut rien dire, quoi. C'est des phrases bateau. Oui, non, mais c'est ça. Mais là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle a Tu m'expliques ce qu'elle a fait Et puis, on dirait que moi, j'ai l'impression qu'on est en train de préparer, et on est déjà en train de préparer depuis un moment, que le nouveau grand méchant à qui il faut, voilà, faire un peu tirer les oreilles, c'est de nouveau le Venezuela. Rappelle-toi, il y a des années, alors, je dis pas que la situation économique et sécuritaire, elle était bonne au Venezuela. Elle ne l'est pas. Mais de là à faire croire que le Venezuela est une menace pour le monde, il y a quand même des limites. Alors, je sais pas s'ils en sont là, hein, pour le moment, à dire Mais, ça. mais Parce t'as que vu ça comment on serait... monte Maduro comme un horrible, je dis pas que c'est quelqu'un de bien, attention. Mais si on commence comme ça, ne serait-ce qu'en Amérique latine, Oui. Ouais, c'est la clair. péruvienne qui vient d'être délogée, là, puis il vient d'être le Parlement qui vient lui dire merci, bonne nuit, c'est fini à la présidente péruvienne, qui a notamment poursuivi, je crois qu'il y a une plainte pour génocide contre elle, multiples chefs de corruption, etc., qui a laissé sciemment faire des massacres. Hein, je crois qu'il y a eu une cinquantaine de personnes manifestantes qui avaient été tuées lorsqu'elle avait pris le pouvoir, etc. On dit quoi sur cette dame? Tu vois, donc à un moment donné, c'est ça que je trouve très ironique, c'est que là, tu as l'impression qu'on donne un blanc-seing à cette dame, Machado, c'est que là, il peut rien lui arriver quasiment. Quelque part, ça lui donne ce confort-là, et qu'il y a quand même dans l'idée, notamment américaine, parce que le Venezuela les enquiquine, et enquiquine beaucoup de monde de par son placement géopolitique et autres, également peut-être pour affaiblir la Russie ou la Chine, que sais-je encore en tout cas, pour le pétrole, mais ça fait un moment qu'ils veulent un changement là-bas, et t'as l'impression que tous les moyens sont bons. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dire du bien, Maduro c'est génial, etc. Non, non. Mais encore une fois, si on commence comme ça, il y a d'autres pays, il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant de se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, les États-Unis ont tout fait pour que Michel Martelly récupère, après une élection frauduleuse, la présidence en Haïti. 10 ans plus tard, ils accusent Michel Martelly d'être un trafiquant de drogue. Bon, excuse-moi, au bout d'un moment, à l'époque, oh non, génial, Michel Martelly, mais tout le monde savait qu'il était Martelly en Haïti. Donc, cette indignation à géométrie variable et de mettre autant l'accent sur le Venezuela à travers aussi ce prix Nobel, parce que là, d'un coup, tu remets la dictature, là, tu remarques tous les Karl Langry et tout, me fait dire que ça va être chaud pour eux bientôt. Et ce qu'on était en train de dire, c'est que, alors Trump, il a toujours été pour le coup très Anti-Maduro premier. interventionniste. Voilà, enfin, limite interventionniste vis-à-vis du Venezuela, quoi. Alors, Ouais. parce qu'on, c'est vrai qu'il a été, et c'est vrai, il a été très très contesté par les franges démocrates parce que il avait un côté justement moins interventionniste, mais sur le Venezuela, il était voilà, il était 100% néocon. C'est pour ça que, enfin, il était quand même assez. Les démocrates aussi, quand même. Hein. Tu ressens vraiment que c'est un dossier. À l'époque déjà. Non, mais les démocrates énormément. Ce que j'allais te dire, c'est que les démocrates énormément sont très néoconservateurs. Mais ce que je veux dire, sur c'est le que Venezuela, les deux côtés. Hein. Par rapport à d'autres positions vis-à-vis de la Russie, même s'il y a eu encore une fois un revirement, mais Exactement. par rapport à d'autres positions qu'on lui connaît, où il est effectivement moins interventionniste sur pas mal de non, sujets, le Venezuela, non. sur le Venezuela ou sur l'Amérique du Sud, globalement, il y a quand même toujours la volonté de garder ce contrôle-là. Et le Venezuela, ça pose problème. Ça pose problème pour eux. Et ce qu'il faut... si Rubio soutient... Maduro, ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même plus ambigu dans le sens où c'est quelqu'un qui a aussi participé à faire, enfin, en fait, qui actuellement contrôle aussi pas mal d'institutions comme les institutions judiciaires, où tu as eu, voilà, il y a eu un autoritarisme crescendo au Venezuela. Il y a un autoritarisme qui est crescendo, qui est réel pour le coup. Maintenant, il est quand même soutenu encore par une partie de la population vénézuélienne qui s'en est pris aussi beaucoup parce qu'il y a eu une crise économique énorme au Venezuela. Inflation terrible. L'inflation est terrible, donc tout ça fait que bon, c'est encore très très compliqué. Et notamment que les sanctions liées au pétrole. La remise du prix Nobel à Machado, c'est un peu l'idée de dire bon, maintenant on va faire en sorte que ce soit la prochaine présidente, quoi. Voilà. Ou lui donner une garantie. Définitivement vendre toutes les ressources du Venezuela. Après, le problème du Venezuela, c'est que son économie n'a jamais été diversifiée. Et ça, par exemple, c'est l'échec du chavisme. Et ça, c'est l'échec de Chavez. Exactement, tout à fait. Notamment sur le niveau agricole, etc. Alors qu'il y a eu des efforts et que sur PVSDA, avant, on produisait beaucoup plus de barils de pétrole. Sauf qu'avec les sanctions, etc., aujourd'hui, c'est compliqué pour le pétrole vénézuélien.
Cette compagnie, c'est au final ce qui a fait la fortune de quelques personnes et je dirais l'infortune de millions de Vénézuéliens, parce que je vais te prendre un exemple tout bête en Amérique latine. T'as un pays qui a aucune matière première qui s'appelle l'Uruguay. Alors ils ont un peu de soja, allez, et de viande rouge, ok, pourquoi pas. Est-ce que tu vois des interventions étrangères en Uruguay? Non, il n'y a rien. Et c'est potentiellement le pays le plus stable, économiquement et politiquement. Pas tout est parfait, loin de là. Hein. Surtout qu'ils sont un peu trop rapprochés de la Chine, donc les Américains, voilà. Alors que la gauche uruguayenne était, on va dire, pas tellement proche de Washington. Elle servait un peu de médiateur à l'époque, notamment avec le Venezuela et autres. Mais le Venezuela, vu qu'ils ont, je veux dire, c'est une éponge quasiment, il y a une partie dans le bassin, j'ai perdu le nom de ce bassin-là. Bah, ça a toujours suscité des intérêts et on en revient sur le manque de diversité de l'économie. Et comme tu dis, là, on donne en tout cas un blanc-seing à cette dame. Moi, ce que je trouve fou, c'est comment l'administration Trump, c'est Rubio qui soutient. C'est ça. Mais en plus, je vais même poser la question, pourquoi? Attends. Je veux dire, en plus, Trump, c'est là où c'est quand même très ironique. C'est America First. Ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est ça. Mais c'est pour une Vénézuélienne. C'est quand même contradictoire. Bah parce que Rubio, il est quand même un peu sur les deux, on va dire. Hein. Rubio, il est quand même assez ambigu. Hein. Mais est-ce que j'imagine qu'il n'a pas fait ça tout seul non plus, quand même? Non, puis parce que tu l'as dit, Trump, le Venezuela, c'est une priorité pour lui. Hein. Attention, hein, tu as totalement raison. Il est pas belliqueux comme ça avec les Russes, même s'il change, mais il n'a jamais été interventionniste sur plein de dossiers. Le Venezuela, tu sens très bien. Oui, puis dès 2016, il l'était. C'est ça que je voulais préciser. Tout de suite. Dès 2016, il parlait limite d'intervenir au Venezuela. Donc, donc voilà. Et là, il a justifié les frappes récemment sur les bateaux. Il s'est donné le droit de, voilà, je lutte contre la drogue, boum, allez. C'est quand même, la question c'est pourquoi. Mais pour revenir là-dessus, tu avais raison. Démocrates comme républicains aux États-Unis sur le Venezuela, ils sont d'accord par contre. Je crois que c'est l'un des rares dossiers où si tu regardes des deux côtés, s'ils peuvent taper niveau du régime actuel, ils le font. Ils sont pas d'accord sur grand-chose, mais sur ça, globalement, ils sont d'accord, j'ai l'impression. D'ailleurs, j'ai retrouvé effectivement l'information dont tu parles, la diplomatie des bombes qu'on avait retrouvée. Voilà, qu'on soit donc dans un discours prononcé dimanche dernier à la base navale de Norfolk, le président Donald Trump avait annoncé que l'armée américaine avait bombardé un nouveau bateau de drogue prétendument en provenance du Venezuela. Problème, selon ses propres mots, il ne resterait plus de bateaux à cibler, ce qui l'amène à envisager des frappes par voie terrestre pour empêcher le flux de stupéfiants d'entrer aux États-Unis. On dit quoi de la Colombie, de la Bolivie, du Pérou, enfin je veux dire, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Donc c'est une rhétorique qui rappelle directement les guerres préventives du passé. Ouais. Pour Trend Journal, alors c'est le Trend Journal, c'est un média auquel on est abonné, qui diffuse des dépêches vraiment intéressantes. Et selon eux, c'est une campagne qui n'a rien d'une opération anti-cartel. Ils considèrent que c'est une stratégie de déstabilisation politique visant à affaiblir le président vénézuélien Nicolás Maduro, qualifié par Trump de chef des cartels, carrément. Les précédentes éditions de la revue avaient déjà dénoncé une militarisation du flanc Caraïbe, notamment via le redéploiement de bâtiments de guerre américains dans les eaux internationales au large du Venezuela. Désormais, avec Marco Rubio nommé chef de la diplomatie américaine, cette politique s'intensifie. Sur Fox News, le sénateur a défendu des frappes en disant « Ils savent qui est à bord de ces bateaux, ils savent ce qu'ils font et nous avons une confiance absolue dans notre collègue d'information ». Une formule qui, pour nombre d'observateurs, rappelle les preuves de 2003 sur les armes de destruction massive en Irak. Voilà, alors Maduro, lui, il avait proposé de coopérer avec Washington pour combattre le narcotrafic. Ça a été rejeté par la Maison-Blanche. Bon, on a... À un moment donné, il y a eu des tentatives un peu de se rapprocher, mais ça n'a jamais marché. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Colombie voisine était clairement une base américaine, où tous les gouvernements qui passaient prêtaient allégeance, et d'ailleurs copiaient le système américain, notamment le système de santé. Le système de santé en Colombie, en termes d'inégalité, c'est quelque chose. Sauf que dans les dernières élections, ça a changé. C'est la gauche qui a gagné en Colombie. Et si tu regardes aujourd'hui la position de la Colombie, par exemple, sur le dossier israélien, elle a complètement changé. Et tu as quand même une Amérique latine qui a changé ces dernières années. Là, bon, par exemple, tu as un pays qui est alors dans un état de déliquescence absolue, c'est le Pérou. Je parle pas uniquement parce que la présidente, donc voilà, je vous dis, le Parlement hier, ils m'ont dit merci, bonne nuit. Il y a beaucoup d'affaires de corruption, notamment de monde. Il y a un Rolex Gate au Pérou, notamment avec elle. Il y a aussi une opération de chirurgie esthétique qu'elle n'avait pas déclarée, qui coûtait très cher.
mais c'est une dame. Alors là, c'était pas l'ultralibéralisme, c'était plus. Je veux dire, le Pérou aujourd'hui a énormément de problèmes liés déjà à des affaires de drogue, mais surtout de crimes organisés. La situation est terrible. Je crois que Romain Mégus expliquait dans sa vidéo, je crois qu'il y a plus de 40% des enfants qui souffrent d'anémie. Enfin, mais c'est un désastre. Et tu ne vas rien entendre sur le Pérou. Parce que tout en haut, ça ne dérange pas la position américaine. Pour ça que le Venezuela, oui, il y a plein de soucis, mais quand même en Amérique latine, tu as plusieurs pays aussi qui sont dans ces soucis-là, mais tu remarques que si tout en haut, géopolitiquement, tu t'accordes avec l'oncle Sam, tu peux presque, enfin, tu risques rien et tu peux peut-être avoir le prochain prix Nobel, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, c'est le cas par exemple tu prends le président, oh, je vais y arriver. Tu veux parler de l'Argentin? Bukele. Ah, Bukele, oui, Bukele, oui, El Salvador. qui, oui, parce qu'il a quand même toutes les ONG démocrates contre lui, hein, qui le traitent pareil, Ouais. dictateur, tout ce que tu veux. Bon, mais il est quand même, voilà, il est en bonne relation avec Trump, donc ça lui permet, Notamment sur la question migratoire. sur la question migratoire, exactement. Donc, ça lui permet aussi de garder une bonne, voilà, d'éviter, je pense, des tentatives de déstabilisation, même si elles sont là quand même. Je vais te donner une anecdote sur le Salvador, vu que tu en parles. J'étais à Miami à l'époque, pour un de mes bouquins et tout, et parce que bon, les gens, pour ceux qui savent, je fais notamment beaucoup de choses liées au sport. Et j'ai mangé une pupusa, qui est l'un des plats nationaux salvadoriens, dans un restaurant salvadorien, avec un joueur de l'équipe nationale de football du Salvador. Thomas Granito, il s'appelle, qui était né de parents argentins au Salvador. Et on parlait, etc. Et là, il me dit un truc pour que les gens se comprennent. Quand l'équipe nationale du Salvador, donc on est il y a quelques années, allait donc jouer les matchs au niveau international, il me disait, mais on n'a pas le droit de sortir. Je dis, comment ça, t'as pas le droit de sortir? Ah, il me dit, non, c'est trop dangereux. Je dis, attends, t'es joueur de l'équipe nationale? Elle me dit, non, concentration, etc. On est gardé, surveillé. Moi, j'avais jamais entendu. Il faut imaginer, c'est comme si l'équipe de France, les joueurs, ils n'avaient pas le droit de sortir parce que tu avais un risque de te faire canarder. Ouais. Pour que les gens se rendent compte d'un exemple, tu vois, on va dire banal, mais les maras, comme on les appelle et tout ça, c'était inimaginable à quel point le Salvador, et aujourd'hui, on a cette situation toujours très problématique au Honduras. Honduras, d'ailleurs, en termes de narco-état, ces 10 dernières années, on est pas mal. Et Bukele, on peut lui reprocher tant de choses, mais réellement, c'est terrible ce que je veux dire, mais tu pouvais pas enfin, si tu veux régler un peu le problème de tous les gangs et tout, bah, malheureusement, il y avait des gens aussi qui allaient te payer parce que c'était pas vivable, le Salvador. Tu ne pouvais pas vivre. T'as même des sondages occidentaux qui disent qu'il est quand même soutenu par 80%, je crois. Ouais, 89% de la population. Bah parce que c'était toujours un racket institutionnel. Alors, c'est pas encore le pays le plus sécuritaire au monde, mais il a réduit vraiment. Et effectivement, pour faire ça, tu mènes pas une telle guerre sans casser des œufs. On va pas se mentir. On parle des fois de l'insécurité en France, mais aller 2 minutes en Amérique centrale, mais à côté, même les pires coins de France, c'est tranquille. Hein. Les mecs là qui font les malins en France à faire les casseurs, etc. Mais j'aimerais bien les voir face à la Salvatrucha, hein, quand ils vont au Honduras ou au Salvador. Et c'est pareil, malheureusement, dans tous les pays, au Mexique aussi. Hein, tu vois, c'est terrible. L'Amérique centrale, c'est waouh. C'est terrible. Mais effectivement, lui, il a apporté ça. Bon, en tout cas, voilà, on va terminer sur le côté Maria Machado, qui, voilà, ce prix Nobel de la paix qui était assez risible, même si, encore une fois, ce n'est pas pour autant qu'il y a un soutien de Maduro ou que Maduro, qu'on nie que Maduro a une position autoritaire. C'est pas ça la question. Mais cette femme n'a rien fait pour la paix, entre guillemets. C'est une néoconservateur, c'est une néolibérale, voilà. Donc ce prix-là. Elle est plutôt belliqueuse quand même. Hein. Elle a appelé quand même ouvertement des interventions étrangères sur son propre pays. Oui. Et puis le côté j'appelle Benjamin Netanyahou pour intervenir dans son pays, c'est chaud quand même. Enfin voilà. Et c'est elle à qui on récompense de paix. Bon, bref. C'est exceptionnel. Ah oui, c'est exceptionnel. Alors, passons à d'autres sujets, entre guillemets, populaires. On va parler un peu du Maroc. Alors, j'en ai parlé pas mal avec Idriss Aberkan dans un live. On n'avait pas encore beaucoup d'infos. Mais t'es pas sans savoir qu'il y a eu une contestation assez inédite. Alors, même si, bon, moi, j'ai un peu deux sons de cloche depuis les Marocains. C'est-à-dire que la presse a parlé d'une contestation d'ampleur inédite, etc. Au Maroc, il y a un peu des deux. Il y a qui disent pas tant que ça, etc. Bon, voilà, c'est un peu... Madagascar a été plus massif, par exemple, je pense. Madagascar a été plus massif. On en a moins parlé. C'est pour ça que j'avais posé la question, même si je pense qu'il s'agit vraiment... J'ai regardé un peu et honnêtement, je pense que ce sont des revendications légitimes et sincères.
Mais il y avait un peu cette question de savoir si c'était une révolution de couleur ou pas. En tout cas, parce que les médias, Toujours, ouais. beaucoup de médias occidentaux en ont parlé vraiment de façon complètement dithyrambique, quoi. Donc, pour revenir un peu sur le sujet, tu as eu le mouvement Gen Z 212, né sur TikTok, Discord et Instagram, rassemble des milliers de jeunes Marocains réclamant dignité, justice sociale et réformes structurelles. Selon Le Monde, le défi le plus imprévisible auquel le gouvernement Hakanouch était confronté depuis son arrivée au pouvoir. Une révolte sans leader, sans parti, sans doctrine, mais avec une lucidité implacable, alors, selon Le Monde. Alors, pour Associated Press, Gen Z 212 se distingue par sa forme organique et décentralisée. C'est un phénomène numérique devenu social, capable de mobiliser 20 à 30 villes simultanément du nord au sud du pays. L'organisation repose sur des salons Discord fermés, des canaux de coordination et des appels à manifester diffusés quelques heures avant chaque rassemblement. Alors, des revendications sont assez simples, mais elles montrent aussi un malaise profond. Les demandes sont pour l'emploi, l'éducation, la santé, la lutte contre la corruption et la baisse du coût de la vie. Je rajoute aussi, c'est pas indiqué, voilà, dans ma dépêche, mais que il y a une fracture entre le Maroc vitrine, en tout cas celui des TGV, des méga-projets de la Coupe du Monde 2030, et le Maroc, entre guillemets, quotidien, qui est miné par la précarité et la désillusion. Parce qu'il faut savoir aussi que ce mouvement, il a aussi été... il est arrivé après qu'on a appris la mort de 8 femmes mort de d'une césarienne dans un hôpital à Agadir, qui est connu pour être dans des conditions déplorables. Ce qui a choqué énormément la population. Et effectivement, une partie de la population a commencé à dire c'est bien beau les stades, mais faut faire quelque chose pour les hôpitaux publics, quoi. Donc ce mouvement, il y a eu plusieurs manifestations depuis. Et encore une fois, tu as quand même eu beaucoup de couvertures qui en ont parlé. Tu as l'Atlantic Council qui a consacré un article dessus. Il a dit que c'était une sorte de... ce moment comme la fin du politique spectacle. Alors, venant de l'Atlantic Council, c'est assez ironique, si je peux me permettre. Selon eux, la jeunesse marocaine ne croit plus à la stabilité par le prestige. Ce glissement du symbolique au concret marque, selon plusieurs analystes, la fin d'un contrat social implicite, l'acceptation du pouvoir en échange d'un progrès visible. Bon, en tout cas, là, il y a deux scénarios pour le régime, selon Morocco World News, soit le modèle Basri, c'est-à-dire du nom du ministre de l'Intérieur répressif des années 90, fondé sur la peur ou le silence, ou le modèle Tae-woo, inspiré de la Corée du Sud, fondé sur la concession, le dialogue et l'ouverture contrôlée. Le discours royal attendu ce 10 octobre pourrait trancher, main tendue au poing fermé. Le geste du mouvement qui a suspendu ces manifestations par respect pour ce discours montre que la monarchie conserve une légitimité symbolique. En effet, dans les groupes, il y avait quand même, ils disaient qu'à aucun moment ils s'opposent au roi ni à la monarchie. Non. Donc, je voulais avoir un petit peu tes commentaires sur ces manifestations qu'on a vues. Il y a plein de choses à dire sur le Maroc. Déjà, tu as raison, la figure du roi et de la monarchie, généralement, ils veulent pas trop y toucher parce qu'il y en a beaucoup qui sont vaccinés par ce qui s'est passé dans les pays voisins. Ce qui s'est passé en Tunisie, alors bon, dire aujourd'hui, économiquement, c'est sûr, quand tu vois la dévaluation de la monnaie, etc. Donc, des jeunes la plupart des pays arabes, ils ont très peur des 10 printemps arabes. Ils veulent pas que ça leur arrive. Et s'il y en a beaucoup, ils vont te dire, oui, bon, nous, on est moins stable, notamment au Maroc. Bon. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le Maroc a une jeunesse qualifiée. T'as beaucoup de gens qui font des grandes études, qui doivent s'expatrier. Principalement au Canada, plus aujourd'hui qu'en France, c'est plus le Canada qui a cherché. T'as énormément de gens d'élite marocaine. C'est une réalité. Car le Maroc produit des élites, à tous les niveaux. Le problème, c'est qu'ils doivent s'expatrier. Parce qu'aujourd'hui, t'as un énorme problème pour les Marocains. Je vais te prendre un exemple tout bête, encore une fois, un exemple concret. Moi, j'habite en Andalousie. Tu imagines pas le nombre de gars qui veulent venir. Alors que sur le papier, on te montre le Maroc, des TGV. En fait, on te montre la carte postale. La carte postale, elle est magnifique. Parce qu'en plus, c'est un pays, tu manges divinement bien. Les gens, je vais pas parler de l'hospitalité, mais en fait, quand tu vas au Maroc en tant que touriste, en tant que ce que tu veux, tu dis, mais quel pays? Parce que tu vas voir tout ce qui est bien. Par contre, pour les gens qui y vivent, c'est pas pareil. Ça. Tout le monde va pas forcément dire ça. Ça dépend où tu vas aussi. Il y en a beaucoup quand même.
Il y en a Aujourd'hui, beaucoup, c'est oui, une bien sûr. destination touristique majeure et tout est fait pour le touriste. Problème, c'est Oui, qu'aujourd'hui, après, tu as ça plein de gens dépend. qui viennent Ça vivre dépend où aussi au tu Maroc. vas. Encore une fois, ça dépend où tu vas. Je suis d'accord, mais globalement, ils ont fait une carte postale. Ils se donnent une image, regardez, de puissance, et notamment avec le sport. Ça, je peux en parler. Regardez, on a la Coupe d'Afrique des Nations encore qui va donc débuter en décembre et janvier. Ils ont une influence colossale à tous les niveaux. Il y a la Coupe du Monde 2030, des statuts de touristes. Et Il y a quelque une part, ils font aussi diplomatie des... qui est très forte aussi. Très, très Ah, mais forte très, aux très fort. Puis je ne États-Unis. veux même pas parler de leur contrôle sur les réseaux sociaux. Hein. On peut presque comparer ça aux Émirats Arabes Unis parce que dès que tu touches un peu au Maroc, c'est très compliqué. Et on peut pas non plus nier qu'il y a quand même eu des avancements sur certains points au Maroc. C'est aussi une réalité quand même. Par contre, et ça, t'en parles à n'importe quel Marocain, aujourd'hui, l'inflation qu'ils ont notamment sur les logements, qui touche donc les Marocains normaux, c'est très compliqué. Donc les centres-villes sont de plus en plus développés et en fait, ça a avantagé énormément de gens de l'extérieur. Et donc, tu as je veux dire, je vais pas dire un Maroc à deux vitesses, mais pas loin, où tu en as certains qui se sentent foués. Je dis pas que c'est pas mon avis, mais c'est dans les revendications, tu en as beaucoup qui vont te dire ça quand ils parlent de dignité, etc. Alors que je le répète, on a globalement une jeunesse et les centres d'études, etc. Il y a beaucoup de diplômés qui ont du mal des fois à trouver des boulots et tout. Par contre, le Maroc aujourd'hui, et ça c'est très important, a une énorme influence sur tout le continent africain. Économiquement, ils ont quand même réussi, ça c'était une volonté de la politique du roi, une politique panafricaine, etc. Aujourd'hui, tu as énormément d'entreprises marocaines qui comptent. Par exemple, un des plus gros influents dans le terme de la banque au Niger, c'est une officine marocaine, par exemple. Je vais même pas parler de ce qu'ils ont fait de la rénovation du port de Tanger, qui est magnifique. Quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à la pointe de ce qui se fait sur le continent. Donc, pour les grosses entreprises, c'est très bien et tout, mais à côté, je veux dire, s'il n'y avait pas autant de problèmes économiques, il n'y aurait pas de ces problèmes de migration, notamment quand tu vas à Ceuta ou à Melilla. D'ailleurs, il y a toujours cette relation très ambiguë avec l'Espagne à ce niveau-là. Est-ce qu'à un moment donné, on ferme le verrou ou pas? Moi, la seule chose qui m'a vraiment étonné, c'est que, déjà, les mukhabarat au Maroc, les services secrets sont très forts. C'est quand même un pays où tu rigoles pas. C'est un pays où il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées. Je conseille à tous une interview récente sur Orient 21 d'un activiste, notamment contre la corruption au Maroc, ce qui lui est arrivé, etc., chercheur et tout. Je veux dire, c'est quand même un pays où tu ne critiques pas le pouvoir en place. Sinon, tu t'exposes à des grandes sanctions. On parlait tout à l'heure de régime autoritaire. Le Maroc est un régime autoritaire. Tu ne peux pas critiquer le pouvoir en place. Enfin, tu ne peux pas critiquer la monarchie, par exemple. Ce n'est pas possible. Tu peux rien dire sur le roi. Je ne serais pas aussi radical que toi, mais je t'assure que les Marocains, ils ont peur de parler. Moi, je le dis professionnellement. Il y a aussi beaucoup d'autocensure. Il y a une vraie. Ils n'osent pas parler. Moi, je te le dis, dans mon boulot. Voilà, effectivement, il y a une vraie. Ils n'osent pas critiquer la politique. Moi, je te le dis. Il y en a plein en off. Ils m'ont dit, par exemple, moi, je parle de mon domaine, le sport. Tous, ils te disent, ouais, on en fait trop. L'argent, il devrait être utilisé autrement. Il n'y en a pas un quasiment qui va te le dire publiquement. Il y en a pas beaucoup. Et moi, je peux te dire, je connais des gens importants dans le milieu sportif marocain. 80%, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, ah, mais tu comprends, dans notre pays, on peut pas dire ça. Tu comprends, dans notre pays, on peut pas dire ça. Il y a 2 ans, j'ai été interrogé pour un documentaire sur une chaîne marocaine. Ils sont venus me voir, etc. Et tout. Toute l'équipe, à la fin, ils m'ont tous dit ça. Et je te parle de producteurs, je te parle de réalisateurs, de journalistes. J'ai pas le droit de dire ça dans mon pays. J'ai pas le droit de dire ça dans mon pays. Alors, est-ce que c'est une réalité ou pas, où tous les gens que je connais me disent ça, je parle dans le domaine de la presse et tout. Et je trouve ça fou parce qu'encore une fois, il y a énormément d'intelligence et tout. Donc moi, j'étais surpris de, entre guillemets, que ça se mette en branle comme ça. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que, je te redis, les services secrets marocains, je pense que c'est l'un des meilleurs du continent, voire du monde. Faut pas oublier que le Maroc est très lié à Israël sur ça aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et tu vois, dans la politique marocaine, je suis étonné, par exemple, quand tu connais quand même la position des Marocains en général, ils sont très light vis-à-vis de leur gouvernement sur leur sujet vis-à-vis d'Israël. Ça a été quand même très critiqué, ça. Hein. Il y a eu quand même pas mal de critiques. Mais quand il y a des critiques, il y a jamais. En fait, quand il y a des critiques, il y a des critiques à l'égard du gouvernement marocain. En fait, il faut distinguer la monarchie, le gouvernement et la monarchie. C'est pas du tout. C'est la monarchie que je voulais parler tout à l'heure quand je voilà, disais je pense que c'est la parce monarchie. Que quand tu dis qu'il n'y a pas de critique à l'égard du gouvernement, je vais pas être d'accord avec toi, tu vois. Mais c'est la monarchie ce que je voulais dire. Il n'y a pas de critique à l'égard de la monarchie. Oui, ça, je vais être d'accord avec toi, bien sûr. Il y a l'ensemble des. Mais il y a aussi. Je me suis mal exprimé, c'était sur le pouvoir monarchique. Il faut aussi savoir qu'il y a un aspect culturel où il y a très peu de Marocains qui, sincèrement, vont remettre en cause la monarchie, si tu veux. C'est vraiment ancré. Donc, ils aiment la stabilité, ils vont te dire. Oui, il y a la stabilité. Parce qu'ils voient ce qui s'est passé à côté. Hein.
il y a le sentiment nationaliste, si tu veux Bien aussi. sûr. Là, on a commémoré la mort du roi Hassan II. Bien sûr. Voilà, si tu veux, c'est des gens qui ont fait grandir le Maroc et il y a vraiment un attachement très profond à ça. Ah, Donc, clairement, oui. il y a une partie. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que Non, je parlais du pouvoir. Excuse-moi, j'ai du mal à m'exprimer. C'était vraiment le pouvoir. Je te parlais sur la figure du pouvoir et comme il est au Maroc, où là, même les gens s'y pensent autre chose, ils ne le diront jamais parce que, comme tu l'as dit, ils touchent pas la monarchie. voilà, on touche pas à la monarchie. Mais par contre, tu peux retrouver des journalistes marocains qui vont Non, t'as critiquer le raison. pouvoir, voilà, qui vont critiquer en Mais tout cas c'est le pas évident pour gouvernement. eux. Mmh? Mais c'est pas forcément toujours évident pour eux. Non, ça c'est sûr. Alors C'est pour ça que juste j'ai été pour, étonné de ce qui se passe. Mais encore une fois, là, t'as raison au tout début, ce que tu as dit. Moi, je trouve que c'est quand même vachement organisé pour des jeunes. en fait, ce qui est compliqué, c'est que, comme tu l'as dit, il y a des raisons économiques et en plus de Ouais, ça, même réel. quand tu regardes, il y a eu il y a eu les demandes des groupes, elles sont elles paraissent totalement légitimes et sincères. C'est là où, si c'était une révolution de couleur, on aurait peut-être aspiré à autre chose. Maintenant, c'est quand même assez curieux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la couverture médiatique dithyrambique qu'il y a eu sur ça pendant un moment. Ouais, Ça s'est un peu d'accord. calmé, mais l'Atlantic Council, CNN et tout qu'en parle, le Maroc, en France, bon, ça paraît logique. Le Maroc, ouais. Tu vois, au CNN, etc. Bon, Ouais, je donc suis d'accord. c'est ça qui m'a perturbée. Après, Et c'est devenu un alors pays j'allais juste, d'influence, hein. Par contre, pour le coup, le Maroc est devenu un pays qui pèse au niveau international, notamment au niveau africain. Depuis, enfin, je veux dire, sur les 20 dernières années, l'évolution du poids diplomatique marocain, elle est colossale. Elle est colossale. Aujourd'hui, le Maroc, ils ont presque inversé le rapport de force, notamment avec la France, par exemple. Et on le voit notamment sur le oui, ben on revirement de l'a la France vu. sur la question du Sahara occidental. C'est ce que j'allais te dire avec la reconnaissance du Sahara occidental. Mais alors juste pour aller sur cette hypothèse, on a appris, alors je fais juste, t'as eu une information comme quoi la National Endowment for Democracy, hein, donc celle qui soutenait l'actuel prix Nobel de la paix, donc la NED, qui est, encore une fois, on le sait, est un paravent de la CIA. Ils ont travaillé, on a appris, hein, travaillé pendant plus de 3 ans à politiser la jeunesse de la génération Z au Népal. Et à la formation d'une contestation anti-gouvernementale avant que les manifestations menées par les jeunes ne renversent les autorités le mois dernier. Donc dès 2022, la filiale Soft Power de la CIA, donc la NED, a diffusé une histoire selon laquelle la Chine et l'Inde manipulaient la politique népalaise sans aucune preuve afin de justifier son propre programme d'ingérence politique de plusieurs millions de dollars, révèle un document. En avril de cette année-là, une division de la NED appelée l'IRI. Alors l'IRI, c'est l'IRI en fait, c'est IRI. C'est la division, je crois que c'est la division justement républicaine. Parce que si tu veux, la NED, elle est formée par une division républicaine et démocrate. Mhm. Il me semble que l'IRI, c'est la division républicaine. Donc l'IRI a mis en place de nombreux projets au Népal pour financer la montée de l'activisme anti-gouvernemental. Et apparemment, les États-Unis avaient pour projet de choisir les dirigeants au Népal. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais tu vois, là, il y avait clairement, comme quoi, il y avait des tentatives, ben ça on le savait, pour provoquer aussi auprès de la génération Gen Z. Et quand tu vois que le mot Gen Z a été repris plusieurs fois, Moi, c'est ça qui me choque, tu vois. T'as l'impression, tu vois, c'est matraqué. Il y a quand même beaucoup de communication derrière. Par contre, et là où on est obligé de le dire, c'est qu'à chaque fois, ça va s'appuyer sur un terreau fertile, un terreau où il y a des revendications légitimes. Alors, au Népal, encore beaucoup plus qu'au Maroc. oui, Ça, c'est clair, net et précis. Je comprends, moi, que les jeunes Marocains, ils en aient marre et que leur avenir, c'est pas de faire coiffeur dans un village andalou, tu vois. C'est ça parce que là où je vais me faire couper les cheveux, le mec, il a un bac, je sais pas combien, mais il a rien à faire plus, donc maintenant, il fait coiffeur ici, tu vois. On en parlait la dernière fois. Donc, je comprends la logique, même si je vais quand même le redire. Sur les 20 dernières années, le Maroc, quand même, je veux dire, le Maroc est plus dans une pente ascendante avec des inégalités réelles et croissantes, c'est vrai. Sur les 20 dernières années, il y a d'autres pays qui ont pris la pente descendante. Ça, faut quand même le rappeler. Il y a quand même eu un travail de fond qui a été entamé au Maroc. Par contre, ça a encore rendu les inégalités plus croissantes. Et tu as dit quelque chose de très intéressant au début sur lequel je voulais revenir. C'est que tu parlais des inégalités, mais t'as parlé à un moment donné quelque chose sur le Maroc. On parlait vis-à-vis de l'image, la carte postale aussi et tout. Il y a un autre point que j'aimerais souligner très important, parce que ça, ici, j'en connais. Avec mon travail, je travaille tellement sur le continent africain que les gens du Maroc, j'en ai quasiment tous les jours au téléphone.
à chaque fois j'ai entendu, et quand je reparle encore des touristes, etc., il y en a plein qui sont énervés de ce qui devient le Maroc à ce niveau-là. De la décadence, je vais même aller dire, d'en gros qu'on laisse tout passer, notamment la ville de Marrakech. Aujourd'hui, la ville de Marrakech, ça crée un gros souci pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui partent de Marrakech, etc., et qui se reconnaissent peut-être pas forcément dans ce Maroc-là. Alors je sais pas si c'est en lien avec toutes ces manifestations-là. Par contre, ça couvre depuis un petit moment qu'il y a des gens qui sont quand même pas contents au Maroc. Parce que je pense que voir cette opulence arriver, qui n'existait pas il y a 20 ans, elle doit susciter aussi des envies chez certains. J'imagine, attention, ce que je dis, c'est une hypothèse, mais j'imagine c'est humain, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, je suis désolé, mais c'est une destination. Combien de gens vont vivre au Maroc, étrangers? Regarde le nombre de Français qui vont vivre au Maroc, par exemple. Il y en a plein. Il y en a beaucoup, bien sûr. Énormément. Bien sûr. Bon, en tout cas. Et dans le même temps, t'as les jeunes Marocains qui veulent partir du Maroc. Tu vois à quel point le monde est ironique, quand même. T'as des retraités français qui partent beaucoup, ouais, effectivement. Bon, en tout cas, on va arrêter là pour la partie publique. La partie abonnée, on va parler de l'identité numérique. Entre autres, on va parler du cours de l'or et de l'intelligence artificielle, mais aussi d'autres sujets de géopolitique. En tout cas, merci Romain. Et puis, écoute, à tous les abonnés de Scanderia. Je vous retrouve pour la partie abonnée. Et sinon, merci encore une fois de nous suivre. Et à très bientôt pour la partie publique.